Dans le département de psychologie de l'université Cornell, conservé dans un bocal en verre rempli de formaldéhyde, se trouve l'un des cerveaux les plus tristement célèbres de l'histoire criminelle américaine. Pesant 1673 grammes, il appartenait à un homme capable de parler couramment 8 langues, de traduire des textes grecs anciens et de formuler des théories complexes sur la linguistique humaine. Pourtant, ce même esprit brillant orchestra des meurtres brutaux qui choquèrent l'Amérique du XIXe siècle. Ce cerveau appartenait à Edward Howard Rulloff, enseignant, médecin, inventeur, philologue et meurtrier. Pendant des décennies, les autorités de l'État de New York peinèrent à comprendre comment une telle brillance intellectuelle pouvait coexister avec un mal aussi calculé. Ce soir, nous dévoilons la vérité glaçante derrière l'homme que les journaux surnommaient le génie tueur. Une histoire d'ambition académique financée par le sang, où la quête du savoir devint une obsession, justifiant le meurtre. Avant de poursuivre l'histoire d'Edward Rulloff et de sa vague de terreur à travers la région des Finger Lakes, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Nous publions de nouveaux mystères sombres chaque semaine et nous aimerions savoir d'où vous nous écoutez. Laissez un commentaire en indiquant votre état ou votre ville. L'affaire Edward Rulloff allait changer à jamais la manière dont les Américains percevaient l'esprit criminel, prouvant que le mal pouvait porter le masque du respect académique et que le génie lui-même pouvait devenir une arme de destruction. Nous sommes en 1842 et les collines ondulantes du centre de l'État de New York débordaient d'opportunités et de transformations. Le canal récemment ouvert avait transformé des communautés agricoles endormies en centres commerciaux animés. Parallèlement, le second grand réveil avait insufflé à la région un intense élan religieux et des mouvements de réforme sociale. L'éducation devenait la voie de la prospérité dans cette nouvelle Amérique et les petites villes rivalisaient pour attirer des hommes instruits capables d'élever leur prestige culturel. C'est dans ce paysage d'espoir et de progrès qu'un jeune homme nommé Edward Rulloff arriva dans le village de Dryden, juste à l'est d'Ithaca. Aux yeux des habitants, il semblait être un cadeau de la Providence. Rulloff avait 23 ans, grand, d'allure distinguée, avec une présence imposante qui le distinguait immédiatement des ouvriers du canal et des fermiers de passage. Ses cheveux foncés étaient soigneusement coiffés, ses vêtements nets et savants, et son regard sombre et perçant semblait receler des profondeurs de savoir qui impressionnaient tous ceux qu'il rencontrait. Lorsqu'il parlait, c'était avec l'accent cultivé d'un gentleman instruit, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être écouté et respecté. Les habitants de Dryden avaient rarement rencontré quelqu'un d'une érudition aussi apparente. Rulloff prétendait posséder de vastes connaissances en botanique et en médecine, pouvait réciter avec aisance des passages en latin, en grec et en allemand, et se montrait tout aussi à l'aise pour discuter de philosophie, de littérature et des sciences émergentes. Lorsqu'il commença à donner des conférences sur la phrénologie, la pseudoscience alors populaire qui prétendait lire le caractère à partir des mesures du crâne, les villageois se rassemblèrent, émerveillés par sa maîtrise apparente de ce domaine à la mode. Mais sous cette façade impressionnante se cachèrent des secrets qui auraient horrifié ses admirateurs. Né John Edward Howard Ruffson, près de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, vers 1819 ou 1820, il avait déjà mené une double vie avant de franchir la frontière américaine. Son père, Rudolf Rulifson, un immigrant danois, avait connu une certaine prospérité en tant que juge de paix, mais la fortune familiale déclina après sa mort, en 1827. Le jeune Edward avait très tôt montré des promesses intellectuelles, dévorant les livres avec une soif insatiable de connaissances qui impressionnait enseignants et voisins. Cependant, ses dons intellectuels furent corrompus par un goût précoce pour le crime. À l'adolescence, Edward fut impliqué dans une série d'incendies suspects dans le magasin de tissus où il travaillait, des actes de pyromanie destinés à dissimuler des vols de marchandises. Lorsqu'on le surprit portant des vêtements correspondant à des articles déclarés volés, il fut reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à 2 ans de prison. Cette expérience aurait dû être un électrochoc, mais elle devint au contraire son école du crime, lui enseignant la valeur de la planification minutieuse et l'importance de maintenir une façade respectable. Après sa libération, il traversa la frontière vers les États-Unis, abandonnant son nom de naissance pour le plus distingué, Edward Rulloff. Ce changement était bien plus que cosmétique. Il symbolisait sa transformation d'un criminel ordinaire en quelque chose de bien plus dangereux.
un prédateur capable de se fondre parfaitement dans la société respectable. Ces années d'emprisonnement lui avaient laissé le temps d'étudier et de planifier, et il en sortit avec une compréhension sophistiquée de la manière de manipuler les autres par l'affichage du savoir et du charme. À Dryden, Ruloff s'imposa rapidement comme un membre indispensable de la communauté. Il trouva un emploi de commis dans la pharmacie locale, où ses connaissances apparentes en médecine botanique impressionnèrent de son employeur comme les clients. Son érudition semblait sans limite. Il pouvait discuter des dernières œuvres philosophiques européennes, analyser avec finesse les développements politiques et démontrer des compétences pratiques allant de la photographie à la menuiserie. La communauté, avide de stimulation intellectuelle dans son cadre rural, l'accueillit avec un enthousiasme qui alimenta son sentiment croissant de supériorité. Sa réputation se répandit rapidement dans toute la région. Les fermiers le consultaient pour leur culture, les politiciens locaux sollicitaient ses conseils en matière de gouvernance et les familles influentes l'invitaient à des dîners où sa conversation faisait l'animation de la soirée. Bientôt, la communauté lui proposa le poste de directeur de l'école locale, un rôle qui lui offrirait non seulement respectabilité, mais aussi un accès à de jeunes esprits qu'il pourrait influencer, voire corrompre. Parmi ses élèves se trouvait Harriet Schutt, âgée de 17 ans, fille de l'une des familles agricoles les plus respectées de la région. Harriet était considérée comme d'une beauté rare, même dans une région réputée pour ses femmes séduisantes. Grande et élancée, avec de longs cheveux châtain clair captant la lumière du soleil, une peau pâle témoignant d'une éducation raffinée, et des yeux noisettes pétillant d'intelligence et d'humour doux. Elle possédait des manières élégantes et un langage soigné qui la distinguait comme membre de la bonne société dans cette communauté rurale, ayant eu la chance de recevoir plus d'éducation que la plupart des jeunes femmes de son époque. La famille Schutt avait prospéré grâce au travail acharné et à une gestion prudente de ses vastes terres agricoles. Elle figurait parmi les citoyens les plus en vue de la région, connue pour sa générosité envers les voisins et son engagement actif dans les affaires communautaires. Le père de Harriet, John Schutt, était un homme d'influence considérable, fier des accomplissements de sa fille et nourrissant de grandes attentes quant à son futur mariage. La famille incarnait tout ce qui était stable et respectable dans la vie rurale américaine des années 1840. L'attirance entre l'enseignant et l'élève fut immédiate et intense, bien qu'elle reposât sur des fondations parmi les plus dangereuses imaginables. Ruloff, malgré son allure savante, possédait un charisme magnétique qui attirait les gens comme des papillons vers la flamme. Il pouvait se montrer extrêmement charmant lorsque cela servait ses intérêts, tissant des récits de voyages et d'études qui le présentaient comme un homme du monde, ayant vu des merveilles, bien au-delà des horizons provinciaux du centre de l'État de New York. Pour une jeune femme comme Harriet, vivant dans les limites confortables mais étouffantes de la société rurale, il incarnait tout ce qui était exotique et sophistiqué, tout ce que sa vie protégée ne lui avait jamais offert. Mais même à ses débuts de la cour, des signes avant-coureurs apparaissaient, que l'entourage choisit d'ignorer ou de rationaliser. Le tempérament de Ruloff, lorsqu'il était provoqué, pouvait être terrifiant par son intensité et son imprévisibilité apparente. Il faisait preuve d'une jalousie presque pathologique dès que d'autres hommes manifestaient un intérêt, même innocent, pour Harriet, et son humeur pouvait passer du charme affable à une rage froide et calculatrice en quelques instants. La famille Schutt, bien qu'impressionnée par son érudition évidente et ses perspectives apparentes, nourrissait des doutes privés sur le prétendant de leur fille, des doutes difficiles à formuler. Le 31 décembre 1843, alors qu'une épaisse couche de neige recouvrait la région des Finger Lakes et que les familles du centre de l'État de New York se rassemblaient pour les célébrations du Nouvel An, Edward Ruloff et Harriet Schutt furent unis par le mariage lors d'une cérémonie simple mais très suivie à la ferme familiale des Schutt. Le mariage aurait dû être une occasion joyeuse, marquant le début prometteur de l'union de deux jeunes gens intelligents. Mais même en ce jour de célébration, la véritable nature de Ruloff commença à se manifester d'une manière qui aurait dû terrifier tous les présents. La cérémonie se déroula normalement jusqu'au moment traditionnel où le pasteur, suivant la coutume, félicita la mariée d'un léger baiser sur la joue. À cet instant, la façade soigneusement entretenue de Ruloff se fissura, révélant la jalousie violente qui allait définir leur mariage. Son visage s'assombrit d'une fureur telle que plusieurs invités reculèrent d'effroi et ses yeux lancèrent un regard de rage si intense et inattendu qu'il jeta une ombre sur toute la célébration.
Voici un homme s'abandonnant à une fureur jalouse pour un geste innocent de la part d'un homme d'église. Un comportement qui aurait dû alerter tous les présents sur la violence tapie sous son apparence savante. Les invités, ne sachant comment interpréter cette explosion troublante, choisirent de l'attribuer au trac du jour du mariage ou au stress lié à l'entrée dans une famille éminente. Mais Harriet, elle, avait vu quelque chose dans les yeux de son nouveau mari qui lui glaça le sang, bien qu'elle se persuadât qu'il ne s'agissait que de l'intensité de son amour. La lune de miel qui suivit fut brève et troublée, marquée par des moments de dévotion passionnée interrompus par des accès de la même rage terrifiante observés le jour du mariage. Quelques mois après leur union, Rulof convainquit Harriet de s'installer avec lui dans le village voisin de Lansing, soi-disant pour leur offrir l'intimité nécessaire à la construction de leur nouvelle vie, mais en réalité, pour isoler sa jeune épouse de l'influence protectrice de sa famille. Ce déménagement représentait bien plus qu'un simple changement d'adresse. C'était une stratégie calculée visant à couper Harriet du réseau de soutien qui aurait pu l'aider à échapper au cauchemar que son mariage était en train de devenir. À Lansing, Rulof ouvrit un cabinet en tant que médecin botaniste, utilisant ses connaissances autodidactes en herboristerie et en médecine pour soigner les habitants, qui avaient un peu accès à des médecins formés de manière officielle. Sa réputation de guérisseur grandit rapidement, et bientôt des familles influentes de toute la région sollicitèrent ses services, aussi bien pour des affections courantes que pour des urgences médicales graves. Il demandait des honoraires raisonnables et semblait sincèrement préoccupé par le bien-être de ses patients, ce qui renforça encore son image de membre précieux de la communauté. La modeste maison du jeune couple devint un centre d'activité intellectuelle dans le petit village. Rulof poursuivait ses recherches savantes, remplissant les pièces de livres traitant de sujets allant des langues classiques à la philosophie naturelle. Il passait des heures chaque jour à lire et à écrire, travaillant sur ce qu'il prétendait être des théories révolutionnaires sur la formation et l'évolution du langage humain. Aux yeux des observateurs, il incarnait la combinaison idéale du guérisseur pratique et du savant théoricien, un homme capable de faire le lien entre la sagesse antique et le savoir moderne. En avril 1845, après plus d'1 an de mariage, Harriet donna naissance à une fille qu'ils prénommèrent Priscilla. Le nourrisson était en bonne santé et très beau, avec les traits délicats de sa mère et ce qui semblait être le regard intelligent de son père. Pendant un bref moment, l'arrivée de l'enfant sembla apaiser la nature instable de Rulof et révéler des qualités de tendresse que peu soupçonnaient chez lui. Il paraissait profondément dévoué à sa femme et à sa fille, passant des heures à leur faire la lecture tirée de sa vaste bibliothèque et à leur exposer ses projets ambitieux pour l'avenir de la famille. Rulof parlait souvent des opportunités qu'il attendait dans les territoires en pleine expansion de l'Ouest américain, en particulier dans l'Ohio, où il affirmait s'être vu offrir un poste de professeur d'université. Il décrivait avec force détail la vie qu'il pourrait y construire, loin des contraintes et des commérages des petites villes de l'État de New York, là où son génie recevrait enfin la reconnaissance qu'il estimait méritée. Ses rêves semblaient raisonnables à Harriet, habituée aux visions grandioses de son mari et convaincue de ses capacités exceptionnelles. Mais la tranquillité domestique fut brisée par la présence continue du docteur Henry Bull dans leur vie, associé professionnel de Rulof et cousin de Harriet. Bull était un véritable médecin, qui avait pris Rulof sous son aile pour lui enseigner la médecine botanique. Impressionné par le savoir apparent et le dévouement du plus jeune homme, il faisait également partie du réseau familial élargi des Schutt, entretenant avec ses parentes féminines des relations cordiales et affectueuses, typiques des communautés rurales soudées. L'attitude amicale de Bull et ses liens familiaux, qui auraient dû paraître naturels et anodins, devinrent la source de la paranoïa et de la rage croissante de Rulof. L'habitude du médecin de saluer Harriet d'un baiser sur la joue, le même geste innocent qui avait déclenché l'explosion de jalousie lors du mariage, plongeait Rulof dans des paroxysmes de fureur jalouse. Il se persuada que sa femme entretenait une liaison avec son cousin, malgré l'absence totale de preuves et le caractère absurde de l'accusation au regard de leur lien familial. À mesure que le printemps laissa place à l'été 1845, la jalousie de Rulof atteignit des proportions dangereuses. Il se mit à suivre Harriet chaque fois qu'elle quittait la maison, l'interrogeant sur chacune de ses conversations avec d'autres hommes et explosant de rage face à des offenses imaginaires et des infidélités supposées. Le brillant érudit, capable de disserter avec éloquence sur la philosophie et la littérature, se transforma en un monstre de suspicion et de violence
derrière les murs de son propre foyer. La crise qui allait briser plusieurs familles débuta en mai 1845, lorsqu'un drame frappa le clan élargi des Shute. La belle-sœur de Harriet, épouse de son frère William, tomba gravement malade peu après avoir donné naissance à son deuxième enfant. La mère et le nourrisson souffraient tous deux de ce qui semblait être une infection grave, et la famille se tourna naturellement vers leurs parents par alliance, qui s'était imposé comme un guérisseur compétent. Rulof accepta de les soigner, préparant un remède à base de plantes, grâce à ses connaissances botaniques, et l'administrant personnellement aux deux patients avec une apparente sollicitude. Moins de 48 heures après avoir reçu le traitement de Rulof, la jeune mère et son enfant étaient morts. Bien que de tels décès fussent malheureusement courants à une époque dépourvue de médecine moderne et d'antibiotiques, le moment et les circonstances parurent suspects à certains membres de la famille. Rulof ne manifesta aucun chagrin face à leur disparition, se contentant de faire des remarques inquiétantes à sa belle-mère sur ce qui pourrait suivre, des paroles qui ressemblaient moins à des expressions de deuil qu'à des menaces voilées. Ces morts provoquèrent une rupture immédiate et irréversible entre Rulof et la famille Shute. Des murmures commencèrent à circuler sur la possibilité que le prétendu guérisseur ait en réalité accéléré la mort de ses propres proches, bien que personne n'osât formuler ces accusations à voix haute. Les réserves initiales de la famille à l'égard de Rulof se cristallisèrent en une suspicion et une hostilité ouverte, créant une atmosphère de cocotte-minute prête à exploser en violence. Sentant le poids de la méfiance de ses beaux-parents et de plus en plus désespéré de fuir l'hostilité grandissante autour de lui, Rulof devint plus déterminé que jamais à convaincre Harriet d'abandonner sa famille pour partir avec lui en Ohio. Il décrivait avec insistance la nouvelle vie qu'il pourrait bâtir à l'Ouest, où son génie serait enfin reconnu à sa juste valeur et où il pourrait échapper au commérage mesquin de ceux qui ne comprenaient pas ses dons exceptionnels. Mais Harriet, encore en deuil de la mort de sa belle-sœur et de sa nièce, hésitait à quitter sa famille en un moment aussi douloureux. Les disputes du couple au sujet de leur avenir devinrent de plus en plus fréquentes et violentes. Rulof ne comprenait pas que sa femme puisse choisir la loyauté envers sa famille plutôt que la dévotion à son mari, et cette frustration alimentait sa conviction paranoïaque qu'on la montait contre lui. Sa jalousie, toujours présente en arrière-plan, déborda désormais en accusations ouvertes d'infidélité et de trahison. Dans la soirée du 22 juin 1844, tandis qu'un orage d'été grondait au-dessus du lac Cayuga et que les éclairs illuminaient le ciel assombri, Edward Rulof commit le crime qui allait définir son héritage et hanter le centre de l'État de New York pendant des générations. L'air humide était chargé de tension lorsqu'une nouvelle dispute éclata entre mari et femme dans leur petite maison de Lansing, cette fois à propos des exigences de plus en plus pressantes de Rulof de partir immédiatement pour l'Ohio. Harriet se trouvait dans la cuisine, occupée à une tâche domestique ordinaire, écrasant des grains de poivre à l'aide d'un lourd pilon en fer, lorsque la rage de son mari atteignit enfin son point de rupture. Il avait bu, ce qui rendait toujours son tempérament plus instable, et ses accusations d'infidélité étaient devenues plus précises et plus délirantes. Lorsque Harriet tourna ses accusations en dérision et refusa fermement d'abandonner sa famille endeuillée, quelque chose se brisa définitivement dans l'esprit brillant mais dévoyé de l'érudit. La suite des événements fut relatée des années plus tard, lorsque Rulof finit par avouer son crime, fournissant des détails qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un présent lors de ces instants terribles. Dans une explosion de rage pure, nourrie par des mois de ressentiment et de jalousie paranoïaque, Rulof arracha le pilon de fer des mains de sa femme et l'abattit avec une force dévastatrice sur son front. Le coup fut porté avec une telle violence que Harriet s'effondra instantanément, le sang jaillissant de la blessure béante et se répandant sous sa tête sur le sol de la cuisine. Le bruit de l'impact et la chute de son corps semblèrent résonner dans toute la maison, suivis d'un silence étrange, seulement rompu par le grondement lointain du tonnerre. Rulof resta debout au-dessus du corps de sa femme, observant la vie quitter celle qu'il prétendait aimer, ne ressentant aucun remords, mais seulement une froide satisfaction à l'idée qu'elle ne lui désobéirait plus jamais. Mais son crime n'était pas encore achevé. Tandis que Harriet agonisait sur le sol de la cuisine, leur fille Priscilla se mit à pleurer dans son berceau, réveillée par le tumulte, et peut-être consciente que quelque chose de terrible venait d'arriver à sa mère. Les pleurs du bébé semblèrent percer la rage de Rulof, lui rappelant qu'il avait désormais un témoin de son crime. Un témoin qui, un jour,
pourrait se souvenir et témoigner contre lui. Avec le même sang-froid calculateur qui avait marqué ses travaux intellectuels, Ruloff prit alors une décision encore plus terrible. Se dirigeant vers sa réserve de médicaments botaniques, il prépara ce qu'il décrirait plus tard comme un narcotique, probablement une dose concentrée des mêmes poisons végétaux qu'il utilisait pour soigner ses patients dans toute la région. La préparation de la dose fatale fut réalisée avec la précision d'un pharmacien expérimenté, mesurant et mélangeant les ingrédients avec le même soin qu'il avait autrefois consacré à la guérison. Revenant vers le berceau où Priscilla pleurait toujours, Ruloff administra le poison avec des gestes doux, se persuadant peut-être qu'il ne faisait qu'endormir l'enfant. Les pleurs du bébé s'affaiblirent peu à peu, puis cessèrent complètement, laissant la maison plongée dans un silence terrible. De ceux qui hantent à jamais, ceux qui sont témoins d'un tel mal. En moins d'une heure, le brillant érudit avait anéanti toute sa famille, passant du statut de guérisseur respecté à celui de meurtrier de sang-froid. La disparition de Harriet et de Priscilla Ruloff, à la fin juin 1844, provoqua une onde de choc dans la communauté soudée de Lansing et dans toute la région des Finger Lakes, lorsque des voisins inquiets se présentèrent le lendemain et trouvèrent Ruloff seul dans sa maison. Ces explications éveillèrent immédiatement de profonds soupçons qui ne firent que s'aggraver au fil des heures. La scène à l'intérieur du domicile racontait une histoire qui contredisait chacune des versions avancées par leur hôte. La maison portait toutes les marques d'un abandon précipité. Des lits défaits, les draps enchevêtrés et rejetés de côté, de la vaisselle sale éparpillée sur la table de la cuisine, visiblement laissée en plein repas, des effets personnels dispersés de façon désordonnée dans les différentes pièces. Plus révélateur encore, le panier de voyage chéri de Harriet, dont elle ne se séparait jamais, se trouvait toujours bien en vue sur sa commode, à côté de ses bijoux et de ses autres objets précieux. Les tentatives de Ruloff pour expliquer l'absence de sa famille ne firent qu'approfondir le mystère et la méfiance grandissante. Ses récits changeaient à chaque nouvelle version, comme s'il improvisait les détails au fur et à mesure. Il affirma d'abord que Harriet et Priscilla étaient reparties rendre visite à des proches dans un cottage situé entre les lacs Cayuga et Seneca. Mais lorsqu'on lui demanda des précisions, il fut incapable de fournir un lieu exact ou une date de retour. Lorsque cette histoire ne convainquit pas ses interlocuteurs, il déclara ensuite qu'elle rendait visite à de la famille, à Erie, en Pennsylvanie, avant de s'arrêter finalement sur un récit élaboré évoquant leur installation à Madison, dans l'Ohio. Chaque nouvelle version soulevait davantage de questions qu'elle n'apportait de réponses. Pourquoi Harriet serait-elle partie sans son panier de voyage, ni ses effets personnels? Comment aurait-elle pu s'en aller sans informer sa famille si soudée de sa destination? Quelles circonstances auraient pu justifier un départ aussi soudain et secret? Plus Ruloff parlait, moins ses explications semblaient crédibles, et plus ses auditeurs se persuadaient que quelque chose de terrible était arrivé à sa femme et à son enfant. Confronté directement à ces incohérences, Ruloff proposa d'écrire une lettre à sa femme, lui demandant de contacter sa famille afin de dissiper ce qu'il qualifiait de rumeurs malveillantes concernant leur sort. La lettre fut rédigée avec son écriture précise et savante, dans un style fleuri, exprimant sa préoccupation face à l'inquiétude de la famille et sollicitant une réponse immédiate pour les rassurer. Mais les jours devinrent des semaines, et aucune réponse ne parvint jamais. Un silence qui en disait bien plus que n'importe quel mot. Pendant 6 longues semaines, Ruloff maintint cette mascarade de plus en plus désespérée, jouant le rôle du mari inquiet dont la famille voyageait pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer clairement. Il poursuivit son activité de médecin botaniste, soignant ses patients avec la même compétence apparente et la même compassion qui avait bâti sa réputation, tout en sachant que les corps de ses victimes reposaient dissimulés sous les eaux sombres du lac Cayuga. Mais les soupçons de la communauté se renforçaient et se précisaient chaque jour davantage. La famille Schott, menée par les frères protecteurs de Harriet, William et Ephraim, refusa d'accepter les explications changeantes de Ruloff. Il connaissait intimement le caractère de leur sœur, son profond attachement à sa famille, son sens des responsabilités et son habitude d'entretenir une correspondance régulière avec ses proches. Sa disparition soudaine, sans la moindre nouvelle, était totalement incompatible avec tout ce qu'il savait de sa personnalité et de ses valeurs. L'enquête familiale prit rapidement l'allure d'une véritable chasse à l'homme. William et Ephraim interrogèrent les voisins, fouillèrent la campagne environnante et exercèrent une pression croissante sur leur beau-frère pour obtenir des réponses satisfaisantes.
Leurs efforts furent compliqués par la présence continue de Ruloff dans la communauté et par sa capacité à maintenir une façade de respectabilité. Cependant, leur persévérance permit de faire émerger des informations troublantes sur son comportement dans les jours qui suivirent immédiatement la disparition. Plusieurs voisins se manifestèrent pour signaler avoir vu Ruloff, le matin suivant le prétendu départ de sa famille, chargé des paquets mystérieux ainsi qu'un coffre volumineux et lourd dans une charrette empruntée à la famille Anderson. Les témoins décrivirent une attitude nerveuse et furtive, très différente de son assurance habituelle. Plus significatif encore, plusieurs personnes affirmèrent l'avoir vu conduire la charrette lourdement chargée en direction du lac Cayuga à l'aube, en empruntant un itinéraire qui ne correspondait à aucune des destinations qu'il avait prétendu emprunter. Lorsque la pression de l'enquête et la méfiance générale devinrent insoutenables, Ruloff disparut soudainement de Lansing, affirmant qu'il partait rejoindre sa famille dans l'Ohio pour les ramener et faire taire les accusations injustes portées contre lui. Son départ nocturne, sans régler ses affaires ni laisser d'adresse, ne fit que confirmer les pires soupçons de la communauté quant à sa culpabilité. Mais Ephraim n'était pas disposé à laisser le meurtrier présumé de sa sœur échapper à la justice par la fuite. Homme d'une grande détermination et d'un courage physique certain, il attela sa carriole et se lança à sa poursuite, entamant une traque spectaculaire à travers l'État, passant par de nombreuses villes et gares ferroviaires. Cette chasse devint une véritable épreuve de force entre un frère endeuillé en quête de justice et un assassin tentant désespérément d'échapper aux conséquences de ses crimes. La poursuite atteignit son paroxysme sur un quai de gare bondé à Rochester, où Ephraim aperçut Ruloff tentant de monter à bord d'un train en partance pour Buffalo et l'Ouest. Dans une scène digne d'un roman d'aventure de l'époque, Ruloff tenta de se fondre dans la foule des voyageurs, exploitant sa connaissance de la psychologie humaine et des mouvements de foule pour échapper à la détection. Mais la détermination d'Ephraim se révéla plus forte que la ruse de Ruloff. Après une fouille minutieuse des wagons, il découvrit le fugitif caché dans le compartiment arrière. Même acculé, Ruloff conserva son sang-froid et poursuivit sa tromperie avec une audace remarquable. Au lieu d'avouer ou de montrer le moindre signe de culpabilité, il exprima sa surprise, et même son plaisir, de rencontrer son beau-frère, prétendant que cette rencontre tombait à point nommé puisqu'il se rendait précisément retrouver Harriet et Priscilla dans l'Ohio. Avec une effronterie caractéristique, il suggéra même qu'Ephraim l'accompagne afin de constater de ses propres yeux que sa sœur et sa nièce étaient saines et sauves. Les deux hommes voyagèrent ensemble dans une atmosphère de tension à peine dissimulée. Ephraim surveillait chacun des gestes de son compagnon, tandis que Ruloff continuait de jouer le rôle du mari innocent et empressé de retrouver sa famille. Ils se rendirent à Buffalo, où ils passèrent une nuit inconfortable à l'hôtel, chacun sachant que l'autre menait un jeu dangereux dont l'issue pouvait être fatale. Le lendemain matin, alors qu'ils se dirigeaient vers les quais bondés pour embarquer à bord d'un vapeur à destination de Cleveland, Ruloff démontra la ruse qui allait marquer toute sa carrière criminelle. Profitant de la confusion et de la foule d'un port animé, il parvint à échapper à la vigilance d'Ephraim et disparut parmi les passagers montant à bord du bateau. Lorsqu'Ephraim réalisa la fuite de sa proie, Ruloff avait complètement disparu, laissant son beau-frère seul et plus convaincu que jamais que Harriet et Priscilla étaient les mortes. De retour à Lansing, la communauté organisa une recherche méthodique des femmes disparues, représentant l'une des enquêtes criminelles les plus approfondies de son époque. Le lac Cayuga, le plus long des 11 lacs glaciaires des Finger Lakes du centre de l'État de New York, devint le centre des investigations, en raison des témoignages concernant le trajet suspect de la charrette de Ruloff. Des équipes d'hommes travaillèrent par roulement, utilisant des crochets, des filets et un équipement de plongée rudimentaire pour sonder les profondeurs troubles du lac à la recherche de la moindre trace des corps. Les recherches furent entravées par la grande profondeur du lac et par ses eaux opaques, capables de dissimuler des secrets pendant des décennies. Le lac Cayuga s'étend sur près de 64 km et atteint par endroits plus de 120 mètres de profondeur, offrant d'innombrables lieux où des corps lestés pouvaient reposer sans être dérangés. Malgré des semaines de recherches intensives, mobilisant des dizaines de volontaires et des dépenses considérables, aucune trace de Harriet ni de Priscilla ne fut jamais retrouvée. L'enquête mit au jour des détails de plus en plus troublants concernant le comportement de Ruloff dans les jours suivant les meurtres. Des témoins décrivirent son étrange alternance
entre un chagrin apparent et une indifférence presque joyeuse face au sort de sa famille. Plus accablante encore fut son absence manifeste de tout effort sincère pour retrouver sa femme et son enfant. Un comportement totalement incompatible avec celui d'un mari et d'un père innocent dont la famille aurait réellement disparu dans des circonstances mystérieuses. Pendant ce temps, le brillant érudit ne resta pas inactif durant ses mois de liberté. Fidèle à son schéma de réinvention et de tromperie, il se rendit à Meadville, en Pennsylvanie, où il se présenta sous le pseudonyme de James Nelson. Une fois de plus, son charisme et son érudition apparente lui ouvrirent des portes qui auraient dû rester fermées à un fugitif recherché par la justice. Il fut rapidement admis dans les cercles intellectuels et sociaux de la ville. À Meadville, Ruloff se lia d'amitié avec un inventeur et homme d'affaires local, qu'il convainquit de s'engager dans un partenariat qui aurait pu lui assurer à la fois sécurité financière et respectabilité sociale. Sa nouvelle identité de James Nelson était si soigneusement construite et crédible qu'on lui proposa un poste de professeur au Jefferson College, une opportunité qui aurait comblé ses ambitions académiques tout en offrant une couverture idéale à son passé criminel. Mais ses rêves de respectabilité furent anéantis lorsqu'Albert Jarvis, le jeune homme dont la famille avait lié connaissance avec Ruloff lors de son séjour à Ithaca, lui écrivit pour l'informer que sa mère et lui s'étaient convaincus de l'innocence de Ruloff et travaillaient à blanchir son nom. Cette lettre, censée apporter de bonnes nouvelles, constitua en réalité un avertissement. Les forces de l'ordre se rapprochaient de sa localisation et son existence sous le nom de James Nelson touchait à sa fin. Les rouages de la justice, bien que lents dans les années 1840, se refermaient inexorablement sur Edward Ruloff. En 1845, près d'un an après la disparition de Harriet et de Priscilla, il fut finalement retrouvé par des agents déterminés et arrêté pour des chefs d'accusation liés à la disparition de sa famille. Les procédures judiciaires qui suivirent s'étendraient sur des décennies, révélant l'ampleur de son génie criminel, ainsi que les failles dangereuses du système judiciaire américain qui permirent à un tel prédateur d'échapper à plusieurs reprises à la sanction. L'accusation se trouva confrontée à une tâche presque impossible pour tenter de faire condamner Ruloff pour meurtre. En l'absence de corps, de preuves matérielles ou de témoins directs des crimes, elle dut bâtir son dossier exclusivement sur des éléments circonstanciels et sur le comportement suspect de l'accusé. Le grand jury, conscient de la difficulté à prouver un meurtre au-delà de tout doute raisonnable, choisit finalement d'inculper Ruloff pour un chef d'accusation moins grave, l'enlèvement de son épouse. Une décision qui allait avoir des conséquences profondes sur la quête de justice. Ruloff assura lui-même sa défense avec l'habileté et le raffinement d'un avocat chevronné, démontrant une connaissance du droit qui stupéfia les observateurs du tribunal et exaspéra les procureurs. Ses arguments se concentraient inlassablement sur l'absence de preuves physiques, l'inexistence de corps et le caractère entièrement circonstanciel des accusations portées contre lui. Il citait des précédents juridiques avec une précision remarquable, construisait des raisonnements logiques qui impressionnaient même ses adversaires et contre-interrogeait les témoins avec une rigueur digne d'un avocat de longue date. Malgré son brio juridique, le jury fut finalement convaincu de sa culpabilité par le poids écrasant des preuves indirectes et par l'invraisemblance de ses multiples explications concernant la disparition de sa famille. En 1846, il fut reconnu coupable d'enlèvement et condamné à 10 années de travaux forcés à la prison d'État d'Auburn, l'un des établissements pénitentiaires les plus redoutés de l'État de New York. Loin de briser son esprit ou de réformer son caractère, la prison devint pour Ruloff une université et un laboratoire. Il se plongea dans des études académiques avec une obsession dévorante, profitant de son enfermement pour s'enseigner lui-même la philologie, l'étude scientifique du développement et de l'évolution des langues. Sa cellule fut transformée en cabinet d'érudits, rempli d'ouvrages de linguistique, de langue classique et de grammaire comparée, qu'il parvint mystérieusement à se procurer malgré les restrictions carcérales. Les travaux intellectuels de Ruloff en prison n'étaient pas de simples exercices académiques, mais faisaient partie d'un projet mégalomane visant à obtenir la gloire et la reconnaissance qu'il estimait dues à son génie. Il développa ce qu'il considérait comme des théories révolutionnaires sur la formation et l'évolution du langage humain, travaillant à un traité exhaustif qu'il comptait intituler « Méthode dans la formation du langage ». Il croyait sincèrement que cet ouvrage l'imposerait comme l'un des plus grands linguistes de sa génération
et lui assurerait une forme d'immortalité intellectuelle. Sa réputation savante au sein de la prison devint presque légendaire. Les gardiens et les administrateurs le consultaient pour des questions nécessitant instruction et réflexion. Il donnait des cours de langue classique et de mathématiques à d'autres détenus, et allait jusqu'à enseigner à des visiteurs venus observer le phénomène d'un génie criminel derrière les barreaux. Sa cellule devint un lieu de passage pour intellectuels curieux et réformateurs fascinés par le paradoxe d'un tel savoir, enfermé dans le corps d'un condamné. Parmi ceux qui furent le plus influencés par la prétendue rédemption et les accomplissements savants de Ruloff figurait Albert Jarvis, le fils adolescent du sous-shérif d'Ithaca. À peine sorti de l'adolescence, mais déjà passionné par les études classiques, Jarvis devint l'élève le plus dévoué de Ruloff, passant des heures dans sa cellule à étudier le grec et le latin sous la direction de l'érudite emprisonné. La relation qui se développa entre le maître et l'élève se révélerait cruciale pour les futures tentatives d'évasion et les entreprises criminelles de Ruloff. Lorsque Ruloff fut finalement libéré en 1856, après avoir purgé l'intégralité de sa peine de 10 ans, les autorités du comté de Tompkins l'attendaient avec un nouveau mandat d'arrêt, l'accusant cette fois directement du meurtre de son épouse Harriet. Son esprit juridique saisit immédiatement les implications de cette nouvelle accusation, et il soutint avec vigueur qu'il s'agissait d'une double incrimination, affirmant qu'il ne pouvait être jugé 2 fois pour le même crime fondamental. Le procureur, peut-être conscient de la faiblesse de l'argument de la double incrimination ou désireux d'éviter une bataille juridique complexe, prit une décision tactique à la fois habile et finalement vaine. Il abandonna les poursuites pour le meurtre de Harriet et déposa à la place de nouvelles accusations pour le meurtre de la petite Priscilla, un crime distinct qui n'était pas couvert par la protection contre la double incrimination. Le second procès, soigneusement déplacé dans la ville voisine d'Owego afin de garantir un jury impartial non influencé par la publicité locale, aboutit une nouvelle fois à une condamnation et à une peine de mort. Mais la formation juridique acquise par Ruloff durant son incarcération ne fut pas inutile. Sa défense interjeta appel en invoquant un principe juridique selon lequel un meurtre ne pouvait être prouvé en l'absence de corps, connu sous le nom de règle du corpus delicti. Tandis que son affaire progressait devant les juridictions supérieures, suscitant d'importants débats juridiques et universitaires, Ruloff se prépara à l'évasion la plus audacieuse de sa vie. En 1858, alors qu'il était détenu à la prison d'Ithaca dans l'attente de l'issue de son appel, il disparut dans des circonstances laissant fortement supposer une aide interne de la part de quelqu'un connaissant parfaitement les procédures de sécurité de l'établissement. L'explication la plus probable était qu'Albert Jarvis, désormais employé par son père au bureau du sous-shérif et toujours fidèle à son ancien professeur, avait contribué à organiser cette évasion. Ruloff possédait depuis toujours une capacité troublante à inspirer loyauté et dévouement, convainquant son entourage de son innocence par la seule force de sa personnalité et de son charisme intellectuel. De nouveau libre, mais désormais fugitif sous le coup d'une condamnation à mort, Ruloff entama la phase la plus productive et la plus dangereuse de sa carrière criminelle. Il voyagea à travers le Nord-Est et le Midwest, toujours avec une longueur d'avance sur les forces de l'ordre, tout en poursuivant à la fois ses travaux savants et ses activités illégales. Les avis de recherche le décrivaient comme extrêmement dangereux et probablement armé, mais il ne parvenait pas à saisir la véritable nature de la menace qu'il représentait. Un esprit brillant, totalement dépourvu de conscience morale, capable d'inspirer la confiance tout en préparant la trahison. Durant ces années de fuite, Ruloff perfectionna ses techniques de tromperie et de réinvention. Sous divers pseudonymes, il travailla comme enseignant, photographe, inventeur, dessinateur de tapis, et occupa d'autres fonctions respectables, tout en finançant son train de vie par des vols et des fraudes soigneusement planifiés. Ses dons intellectuels continuaient d'ouvrir des portes que son passé criminel aurait dû lui fermer, lui permettant de s'infiltrer à maintes reprises dans la bonne société. En 1861, sa chance tourna finalement lorsqu'il fut capturé et renvoyé à New York pour y répondre de ses crimes. Cette fois, il fut condamné à 2 ans et demi de prison à Sing Sing, le pénitencier de haute sécurité réputé pour accueillir les criminels les plus dangereux de l'État. Même dans cet environnement brutal, Ruloff parvint à prospérer, utilisant ses talents intellectuels pour obtenir des privilèges et nouer des relations précieuses qui serviraient ses futurs projets criminels. C'est à Sing Sing qu'il rencontra William T. Dexter,
un cambrioleur professionnel, qui devint son complice dans les crimes qui scelleraient finalement son destin. Dexter fut impressionné par l'intelligence et le raffinement évident de Ruloff, comprenant qu'une alliance avec un esprit criminel aussi brillant pouvait être extrêmement lucrative. Avec l'aide du toujours fidèle Albert Jarvis, ils formèrent un gang criminel qui terrorisa le Nord-Est pendant près d'une décennie. Leur méthode était sophistiquée pour l'époque, privilégiant des cambriolages haut de gamme, visant des magasins de tissus coûteux et de biens de luxe, faciles à transporter et à revendre sur des marchés éloignés. Ruloff en était le cerveau et le stratège, son intelligence supérieure, lui permettant d'organiser les opérations avec une précision quasi militaire, tandis que sa réputation savante offrait une couverture idéale à leurs activités. Basé principalement à Brooklyn, le gang opéra dans tout l'État de New York, en Nouvelle-Angleterre et en Pennsylvanie, se forgeant une réputation de professionnalisme et évitant la violence, ce qui les rendait particulièrement difficiles à traquer pour les autorités. Entre deux crimes, ils menaient une vie confortable, Ruloff poursuivant ses travaux académiques et tentant même d'obtenir une reconnaissance dans des cercles savants légitimes. En 1869, Ruloff apprit la tenue de la première convention de l'American Philological Association à Poughkeepsie et y vit l'occasion en or de pénétrer enfin les cercles universitaires reconnus et d'obtenir la reconnaissance qu'il convoitait depuis des décennies. Sous le pseudonyme soigneusement élaboré du professeur Yuri Loriot, il soumit un manuscrit exposant sa théorie révolutionnaire sur la formation du langage, un travail qu'il peaufinait depuis des années, en prison comme durant sa vie de fugitif. Les ambitions académiques de Ruloff révélaient toute la profondeur de sa personnalité mégalomaniaque et son total décalage avec la réalité. Il croyait sincèrement que ses théories linguistiques allaient bouleverser la discipline et lui assurer une place immortelle parmi les plus grands savants de l'histoire. Son manuscrit, Méthode dans la formation du langage, représentait des années de travail obsessionnel, et il était convaincu qu'il contenait des idées capables de transformer la compréhension humaine, de la communication et de la pensée. Pour démontrer à la fois sa confiance absolue dans la valeur de son œuvre et son besoin désespéré d'argent et de reconnaissance, Ruloff annonça son intention de mettre le manuscrit aux enchères pour la somme astronomique de 500 000 $, une fortune équivalent à plusieurs millions aujourd'hui. Ce prix exorbitant reflétait non seulement sa détresse financière, mais aussi son auto-évaluation démesurée et son incapacité totale à mesurer la valeur réelle de ses théories ou leur chance d'acceptation par le monde académique. Lorsque l'association philologique rejeta non seulement son manuscrit, mais manifesta aussi un désintérêt total pour ses théories, la fureur de Ruloff fut volcanique et transformatrice. Le rejet par la communauté académique qu'il avait tenté d'intégrer pendant des décennies le fit basculer d'un criminel ambitieux vers quelque chose de bien plus dangereux. Si le monde refusait de reconnaître volontairement son génie, il l'y contraindrait par des crimes toujours plus audacieux et violents. Ce refus cristallisa toutes les rancœurs de Ruloff et ses croyances paranoïaques quant à l'incapacité de la société à apprécier ses dons exceptionnels. Après 1869, ses crimes devinrent plus hardis et plus brutaux, comme s'il défiait ouvertement les forces de l'ordre, tout en punissant un monde qui ne lui avait pas accordé la reconnaissance qu'il estimait lui être due. Le brillant érudit se transformait en quelque chose de bien plus redoutable. Un meurtrier convaincu que le monde lui devait une reconnaissance pour son intellect supérieur. C'est au cours de cette période d'escalade de la violence et du désespoir que la véritable nature psychopathique de Ruloff apparut avec le plus de clarté à ceux qui l'observaient de près. Des psychiatres modernes, examinant les archives historiques de son comportement et de ses déclarations, ont conclu qu'il présentait pratiquement toutes les caractéristiques de la psychopathie clinique telle que nous la comprenons aujourd'hui. Il n'éprouvait aucun remords sincère pour ses victimes, possédait un sens démesuré et grandiose de sa propre importance, faisait preuve d'une absence totale d'empathie face à la souffrance d'autrui et entretenait une croyance inébranlable en sa supériorité, malgré des preuves accablantes du contraire. Pourtant, son charme et ses dons intellectuels lui permettèrent de continuer à manipuler son entourage avec une facilité effrayante. Même des criminels chevronnés étaient attirés par sa personnalité magnétique et convaincus de ses capacités exceptionnelles. Il inspirait loyauté, dévouement et parfois même affection chez des personnes qui auraient dû le reconnaître comme un prédateur dangereux, démontrant ainsi des talents de manipulation psychologique sophistiqués qui le rendaient bien plus dangereux que des criminels ordinaires.
À l'aube de l'année 1870, Ruloff devenait de plus en plus désespéré sur plusieurs fronts. Ses rêves académiques avaient été publiquement anéantis par les savants mêmes dont il recherchait l'approbation. Ses entreprises criminelles suffisaient à peine à subvenir à ses besoins et à ceux de ses complices, et le temps lui manquait pour atteindre la reconnaissance et l'immortalité qu'il croyait mériter. La combinaison de son arrogance intellectuelle, de ses compétences criminelles et de son instabilité psychologique créait une tempête parfaite qui allait bientôt conduire au crime qui le livrerait enfin à la justice. Albert Jarvis, toujours dévoué à l'homme qu'il avait formé aux langues classiques et convaincu de son génie exceptionnel, apporta à Ruloff ce qui semblait être l'occasion idéale de résoudre leurs problèmes financiers. Le magasin de tissus des frères Albert, à Binghamton, venait de recevoir une cargaison importante et précieuse de soie coûteuse en provenance de New York. Exactement le type de marchandises de grande valeur et faciles à transporter qui constituait la spécialité de leur bande. L'emplacement du magasin, près de la rivière Chenango, offrait de multiples voies de fuite, et la présence de seulement 2 jeunes commis comme gardiens de nuit en faisait une cible idéale pour leur opération criminelle sophistiquée. Jarvis avait mené une reconnaissance minutieuse des lieux et de leurs environs, chronométrant les rondes des commis et identifiant les meilleurs points d'entrée et de sortie. Tout semblait parfaitement planifié pour ce qui devait être leur coup le plus lucratif. Mais le génie criminel, comme les événements allèrent bientôt le démontrer, n'était pas synonyme de brillance académique, et l'arrogance intellectuelle de Ruloff allait finalement le conduire à commettre les erreurs qui lui avaient échappé pendant tant d'années. Aux premières heures du 17 août 1870, l'air était lourd, chaud et immobile, tandis que 3 silhouettes sombres s'approchèrent du magasin de tissus des frères Albert à Binghamton, avec l'assurance de professionnels expérimentés exécutant un plan longuement répété. Edward Ruloff, Albert Jarvis et William Dexter avaient passé des jours à étudier la configuration du bâtiment, les habitudes des 2 jeunes commis qui vivaient au-dessus du magasin, ainsi que les itinéraires optimaux pour l'entrée et la fuite. Frederick Merrick et Gilbert Burroughs étaient typiques de leur époque, de jeunes employés issus de familles ouvrières, logeant sur leur lieu de travail à la fois par commodité et pour assurer la sécurité. L'augmentation récente des cambriolages commerciaux dans le centre de l'État de New York avait rendu les commerçants de plus en plus nerveux quant à la protection de leur stock de valeur, et la présence de gardiens sur place était considérée comme essentielle face aux bandes criminelles sophistiquées qui sévissaient dans la région. Aucun des 2 jeunes hommes n'était préparé à ce qui allait se produire, et aucun n'aurait pu imaginer qu'il allait affronter l'un des esprits criminels les plus dangereux de l'histoire américaine. Ils s'étaient installés sur leur couchette dans les logements situés au-dessus du magasin, comptant sur leur vigilance et sur le pistolet que Merrick gardait sous son oreiller pour protéger à la fois leur vie et les marchandises précieuses de leur employeur. Le plan des cambrioleurs semblait infaillible, représentant l'aboutissement de décennies d'expérience criminelle et d'une étude minutieuse de la psychologie humaine. Ils devaient entrer par l'arrière du bâtiment au cœur de la nuit, neutraliser les commis endormis à l'aide de vapeurs de chloroforme censées les rendre inconscients sans dommage permanent, puis s'emparer des soies les plus précieuses avant que quiconque puisse donner l'alerte. Ruloff, cerveau intellectuel de l'opération, s'était convaincu que sa planification supérieure et sa compréhension de la nature humaine garantiraient leur succès. Il avait étudié l'architecture du bâtiment, chronométré les habitudes des commis et calculé les voies de fuite avec la même précision qu'il avait autrefois appliquée à ses théories linguistiques. Ses partenaires avaient une confiance totale en son leadership, persuadés que son génie rendait leur entreprise pratiquement infaillible. Se déplaçant comme des fantômes dans les rues obscures de Binghamton, les 3 hommes atteignirent l'arrière du bâtiment, où une entrée par le sous-sol donnait accès à l'intérieur du magasin. Ils avaient répété cette approche à de nombreuses reprises, et chacun connaissait son rôle avec exactitude. Dans le sous-sol, ils enfilèrent des masques pour dissimuler leur identité et retirèrent leurs chaussures afin d'étouffer le bruit de leurs pas sur les planchers de bois. Le chloroforme fut allumé et laissé brûler, emplissant l'air du sous-sol de son odeur douceâtre et écœurante, qu'ils espéraient voir monter dans le bâtiment pour plonger les commis endormis dans l'inconscience. Puis, pas à pas, avec une extrême prudence, ils commencèrent leur ascension vers les logements où Merrick et Burroughs dormaient, totalement inconscients que leur vie était sur le point de basculer à jamais. Mais même les plans les plus soigneusement élaborés peuvent être ruinés par un seul instant d'inattention. Albert Jarvis,
malgré des années d'expérience criminelle et une préparation méticuleuse, commit l'erreur fatale qui transforma un simple cambriolage en scène de meurtre. Dans l'obscurité du bâtiment inconnu, il trébucha sur un obstacle invisible, peut-être un meuble ou une caisse de marchandises, provoquant un fracas retentissant dans toute la structure, brisant le silence de la nuit comme un coup de feu. Le bruit réveilla instantanément les deux commis, le cœur battant à tout rompre, conscients que le danger qu'ils avaient été engagés pour prévenir était bel et bien en train de se produire. En l'espace de quelques secondes, l'opération soigneusement planifiée sombra dans le chaos. 3 criminels désespérés se retrouvèrent face à 2 jeunes hommes déterminés, prêts à se battre pour leur vie et pour les biens de leur employeur. Frédéric Méric, faisant preuve d'un courage qui aurait fait de lui un héros en toute autre circonstance, réagit avec une rapidité et une détermination remarquables. Saisissant le pistolet qu'il gardait chargé sous son oreiller pour ce type précis d'urgence, il le pointa vers la silhouette fuyante de Ruloff et appuya sur la détente. L'arme fit un déclic, mais ne tira pas. Un raté qui coûterait finalement la vie au brave jeune commis et scellerait le destin de Ruloff comme meurtrier, et non plus simple voleur. Loin de se décourager, Méric attrapa un lourd tabouret en bois et le lança de toutes ses forces sur les intrus, faisant preuve d'une combativité farouche et refusant de se rendre. Pendant ce temps, Gilbert Burroughs se jeta sur William Dexter, et les 2 hommes s'écrasèrent contre des meubles et des murs, dans une lutte acharnée dans l'obscurité, Burroughs parvenant à asséner plusieurs coups solides à son adversaire. Lorsque Méric se précipita pour venir en aide à son collègue, l'issue du combat sembla un instant tourner en faveur des défenseurs. Pendant un bref moment, il sembla même que les 2 courageux commis pourraient réussir à capturer ou à mettre en fuite leurs agresseurs. Mais c'est alors qu'Edward Ruloff prit la décision qui allait mettre un terme définitif à ses décennies de carrière criminelle et le transformer de maître cambrioleur en meurtrier de sang-froid. Sortant le pistolet qu'il portait pour ce genre de situation extrême, Ruloff tira un premier coup de semonce en l'air, espérant intimider les commis sans avoir à leur faire de mal. Mais les jeunes hommes refusèrent de céder aux menaces. Méric se jeta sur Jarvis avec une rage et une détermination telle que Ruloff se sentit contraint de tirer un second coup de semonce dans le plafond. Lorsque Méric persista, poursuivant son attaque avec le courage désespéré d'un homme luttant pour sa vie et son gagne-pain, la patience et le sang-froid de Ruloff finirent par se briser complètement. Dans un instant qui le hantrait durant les derniers mois de sa vie, il pointa son arme directement sur la tête du jeune commis et pressa la détente sans hésitation ni remords. La balle frappa Frédéric Méric sur le champ, le tuant net et projetant son sang sur les murs de la pièce où il avait vécu et travaillé. Le brillant érudit capable de réciter de la poésie antique dans une 12aine de langues, qui avait passé des années à élaborer des théories sur la communication humaine et l'évolution du langage, venait de commettre l'acte de violence le plus primitif qui soit, ôter la vie à un autre être humain de sang-froid. Le bruit du coup de feu mortel sembla figer le temps un instant, comme si l'univers lui-même reculait devant le mal qui venait d'être commis. Gilbert Burroughs, réalisant que son collègue était mort et qu'il faisait désormais face à 3 criminels désespérés n'ayant plus rien à perdre, prit la sage décision de fuir, pour donner l'alerte, plutôt que de poursuivre un combat perdu d'avance. Il traversa le bâtiment en courant et déboula dans la rue en hurlant à plein poumon, alertant tout le quartier du drame qui venait de se produire. Ses cris déchirèrent la nuit et firent accourir des habitants des immeubles voisins ainsi que des agents des forces de l'ordre, qui organisèrent immédiatement une chasse à l'homme. Les 3 criminels s'enfuirent en panique, se dirigeant vers la rivière Chenango, persuadés de pouvoir s'échapper sous le couvert de l'obscurité. Mais la peur et le désespoir avaient brouillé leur jugement, et l'assurance qui avait marqué leur approche du crime s'était évaporée avec leur passage du statut de cambrioleur à celui de meurtrier. Albert Jarvis, peut-être influencé par l'arrogance intellectuelle de son mentor, ou simplement désespéré de fuir la scène du crime, assura à ses compagnons que la rivière était suffisamment peu profonde pour être traversée à gué. Ce fut une erreur fatale qui coûta la vie à 2 hommes, et c'est là le destin de Ruloff, aussi sûrement qu'une condamnation écrite de sa propre main. Lorsque les 3 hommes se jetèrent dans les eaux sombres de la Chenango, la véritable profondeur et la puissance du courant se révélèrent immédiatement. Jarvis, blessé lors de la lutte avec les commis et affaibli par la perte de sang, fut rapidement submergé et emporté dans l'obscurité. Dexter, qui n'avait jamais appris à nager malgré des années d'activité criminelle près de cours d'eau, suivit son complice vers le fond
ses cris à l'aide engloutis par le fracas de l'eau. Seul Edward Rulloff, le cerveau dont la planification brillante avait mené au désastre, parvint à atteindre l'autre rive, haletant, épuisé, mais vivant. Alors qu'il se hissait sur la berge, il entendait derrière lui les bruits d'une traque qui prenait de l'ampleur, des chiens aboyants, des hommes criant, et le chaos organisé d'une communauté mobilisée pour capturer les meurtriers de l'un des leurs. La tentative de fuite à pied de Rulloff hors de Binghamton se révéla tout aussi catastrophique, démontrant que même son intellect supérieur ne pouvait le sauver des conséquences de ses actes. À la gare, lorsque des policiers lui demandèrent de décliner son identité dans le cadre de leur contrôle systématique, il commit l'erreur cruciale de prendre la fuite au lieu de tenter de se tirer d'affaire par la parole. Ce comportement le désigna immédiatement comme fugitif et scella son arrestation. Sa capture, dans les toilettes extérieures d'une ferme voisine, eut quelque chose d'anticlimactique pour un homme qui avait échappé à la justice pendant tant d'années grâce à son esprit et à son charme. Le criminel brillant qui avait manipulé juges, jurys et forces de l'ordre pendant des décennies fut finalement vaincu par sa propre panique et par la persévérance élémentaire de la police locale. Même en détention, Rulloff tenta de maintenir son schéma habituel de tromperie, se faisant d'abord passer pour Charles Augustus, puis pour George Williams. Mais son passé le rattrapa sous les traits du juge Ransom Balcom, un magistrat local qui suivait cette affaire notoire depuis des années, et reconnut immédiatement le fugitif malgré ses tentatives de déguisement. La déclaration solennelle du juge « Vous êtes Edward H. Rulloff. Vous avez assassiné votre femme et votre enfant à Lansing en 1845 », résonna dans le commissariat bondé comme un coup de tonnerre, reliant enfin des décennies de crimes non élucidés à l'homme qui se tenait devant eux. Son avertissement aux autorités « Cet homme connaît ses droits mieux que vous et les défendra jusqu'au bout » s'avéra prophétique, car Rulloff entama aussitôt les manœuvres juridiques qui marqueraient son dernier procès. Les preuves matérielles reliant Rulloff au meurtre du magasin Albert étaient accablantes et incontestables. Il avait fui les lieux sans ses chaussures et celle retrouvée sur la scène du crime était indubitablement la sienne, bourrée de morceaux de tissu pour compenser l'absence de son gros orteil, perdu des années plus tôt à cause d'engelures. Cette modification distinctive rendait la chaussure aussi identifiable qu'une empreinte digitale. Les documents retrouvés sur les corps de Jarvis et de Dexter, une fois repêchés dans la rivière Chenango, conduisirent les enquêteurs à l'appartement de Rulloff à Brooklyn, où ils découvrirent une masse impressionnante de preuves de sa double vie de savant et de criminel. Cartes, biens volés, faux papiers d'identité et manuscrits académiques, offrant un portrait complet de l'homme complexe qui avait terrorisé le Nord-Est pendant des décennies. Le procès qui s'ouvrit le 4 janvier 1871 devint un véritable phénomène médiatique, attirant chaque jour plus de 2000 personnes dans une salle d'audience conçue pour en accueillir la moitié. Des journaux de tout le pays envoyèrent des reporters fascinés par le paradoxe du tueur le plus intellectuel d'Amérique et par les questions que son cas soulevait sur la nature du génie et du mal. Une fois encore, Rulloff assura lui-même sa défense avec l'habileté et la sophistication qui avaient impressionné les observateurs judiciaires pendant des décennies. Mais cette fois, les preuves étaient trop solides et les crimes trop manifestes pour que même son éloquence puisse triompher. L'accusation présenta un dossier méthodique, reliant l'accusé au meurtre par des preuves matérielles, des témoignages directs et son long passé criminel. Même face à une exécution certaine, Rulloff conserva les illusions grandioses qui avaient guidé toute sa carrière criminelle. Il adressa une requête au gouverneur John T. Hoffman pour retarder son exécution afin de lui permettre d'achever ses théories linguistiques, affirmant que son œuvre méthode dans la formation du langage bénéficierait à l'humanité entière et que l'exécuté priverait le monde d'apports scientifiques inestimables. Certaines personnalités influentes, dont le directeur de journal Horace Greeley, soutinrent cette demande, arguant qu'un esprit aussi brillant était trop précieux pour être sacrifié, quels que fussent ses crimes. Greeley écrivit dans le New York Tribune, depuis la prison de Binghamton, « Il y a ici un homme qui attend la mort et qui est un problème intellectuel trop curieux pour être gaspillé sur l'échafaud. » Mark Twain, fidèle à son humour mordant, tourna ses appels à la clémence en dérision dans une lettre aux tribunes, proposant ironiquement de fournir un criminel de remplacement à exécuter à la place de Rulloff si cela permettait de préserver une si précieuse propriété intellectuelle. Sa satire soulignait l'absurdité de l'idée selon laquelle
l'intelligence devrait exonérer quiconque des conséquences du meurtre. Toutes les requêtes échouèrent, et le 3 mars 1871, Edward Howard Rulloff fut condamné à la pendaison pour le meurtre de Frederick Merrick. Dans l'attente de son exécution, il avoua finalement avoir assassiné sa femme Harriet, décrivant avec un sang-froid glaçant comment il l'avait frappée avec un pilon de fer dans un accès de jalousie. En revanche, il ne confessa jamais le meurtre de sa fille Priscilla, bien qu'il ait reconnu lui avoir administré un narcotique pour faire cesser ses pleurs. Le 18 mai 1871, devant une foule avide de sensations composée de milliers de spectateurs venus de toute la région, Edward Howard Rulloff fut exécuté par pendaison, dans ce qui serait la dernière exécution publique de l'État de New York. Ses dernières paroles, selon les sources, auraient été soit « Dépêchez-vous, je veux être en enfer à l'heure du dîner », soit simplement « Je ne peux pas rester immobile », reflétant le mélange complexe de bravade et de terreur qui avait marqué toute sa carrière criminelle. Même après sa mort, l'histoire de Rulloff continua de fasciner et d'horrifier le public. Le docteur Burt Wilder, de l'université Cornell, retira son cerveau quelques heures après l'exécution pour l'étudier scientifiquement, le déclarant comme le deuxième plus gros cerveau criminel jamais enregistré, avec un poids de 1673 grammes. Ce cerveau est encore exposé aujourd'hui dans la collection Wilder de Cornell, monument macabre dédié à l'un des criminels les plus complexes et dangereux de l'histoire américaine. L'affaire Rulloff força l'Amérique du XIXe siècle à affronter des vérités dérangeantes sur la nature de l'intelligence, de la moralité et du comportement criminel. Elle remit en cause les croyances dominantes reliant le crime à une faible intelligence ou à une classe sociale inférieure, démontrant que le mal pouvait revêtir les habits de la respectabilité et que la brillance intellectuelle n'était en rien garante de caractère moral. Cette affaire contribua de manière significative au développement de la psychologie criminelle comme discipline, Rulloff devenant l'un des premiers criminels américains à être étudié systématiquement par des scientifiques cherchant à comprendre le lien entre la structure du cerveau et le comportement criminel. Son cerveau conservé fut soumis à tous les tests disponibles au XIXe siècle sans qu'aucune anomalie physique ne puisse expliquer le mal qui l'habitait. Aujourd'hui, plus de 150 ans après sa mort, Edward Rulloff demeure un sujet de fascination pour les criminologues, les historiens et les amateurs de true crime, qui continuent d'étudier son cas pour mieux comprendre l'esprit criminel. Les psychologues modernes s'accordent à dire qu'il présentait pratiquement toutes les caractéristiques de ce que nous appelons aujourd'hui la psychopathie, faisant de lui un exemple classique de ce trouble de la personnalité dangereux. Son histoire annonçait de nombreux thèmes qui définiraient plus tard notre compréhension moderne des tueurs en série et des psychopathes. La façade charmante dissimulant une intention meurtrière, l'image de soi grandiose justifiant tous les actes, l'absence totale d'empathie pour les victimes et la capacité à manipuler autrui par l'intelligence et le charme. À bien des égards, il fut le premier tueur en série, célébrité de l'histoire américaine, un homme dont les crimes n'étaient éclipsés que par la terrifiante brillance de l'esprit qui les avait conçus. L'affaire du génie tueur demeure un rappel éternel que les prédateurs les plus dangereux sont souvent ceux qui paraissent les plus civilisés, et que la capacité au mal existe indépendamment de l'intelligence, de l'éducation ou du statut social. L'héritage d'Edward Rulloff n'est pas constitué des théories linguistiques qu'il croyait devoir le rendre immortel, mais de la démonstration glaçante que le génie sans conscience devient une arme capable de détruire des vies innocentes.